Nous sommes toujours avec Déborah Bourkis, chef d'équipe décision épigénétique et reproduction de l'Institut Curie à Paris. Depuis le début de notre discussion, j'ai remarqué qu'il y avait sur la table devant moi plusieurs galets disposés les uns à côté des autres. Ce sont des galets que Déborah Bourkis a ramassés sur les plages de Bretagne. Déborah Bourkis est bretonne, c'est d'ailleurs l'une des premières choses qu'elle médite. Je regarde là, qu'est-ce que c'est que ce cadre? Parce que depuis tout à l'heure, Alors ça, c'est Gustave Moreau. Ah, c'est d'accord. C'est Gustave Moreau qui fait beaucoup en fait de scènes mythologiques. Donc là, c'est Orphée, la tête d'Orphée. Et ça, c'est votre fils? Ça, c'est mon fils, ouais, c'est le même. Ah, c'est le même? Ouais, bah, des âges différents en fait. Ah, oui. Des âges différents. Ça, c'est une gravure de spermatozoïdes de multiples espèces. Donc c'est assez rigolo. Je vais voir. Ouais, parce que les spermatozoïdes, c'est assez fascinant parce qu'ils ont des formes en fait différentes chez chaque espèce. Donc on voit, vous voyez les têtes comme c'est différent, la taille. Ah oui, j'avais jamais pensé à ça. Il y en a des plus courts, des plus longs. Il y en a des plus courts. Donc par exemple, la tête de spermatozoïde chez l'humain, elle est pas fascinante. Hein. C'est une espèce de rond comme ça, ovale. Par contre, chez la souris, c'est assez rigolo. C'est un peu comme une faucille. On peut reconnaître chaque espèce par la tête de ces spermatozoïdes. Et pas par la queue. Aussi la queue, il y a des queues de spermatozoïdes qui sont énormes aussi suivant les espèces. Chez certains nématodes, c'est du délire en fait. Là, je pense que c'est que des mammifères. Mais, ouais. Et ça, c'est une peluche. Alors ça, je suis fascinée par les limules. C'est quoi? Les limules, c'est cette espèce... Ouais, c'est ça, c'est cette peluche-là? Alors c'est cette peluche-là, puis il y en a d'autres là, vous voyez. En fait, c'est cette espèce de bête préhistorique qui existe toujours. Je peux me permettre de toucher Donc en fait, il y en a peu encore dans le monde. C'est pas une espèce en voie de disparition, mais il y en a que très peu d'endroits où on peut en trouver, dont notamment sur les côtes au large de New York, Cold Spring Harbor, Long Island. Et donc c'est assez fascinant parce que c'est une tête de casque de l'armée allemande en fait, avec une queue qui est hyper pointue. Là, vous en avez une espèce là-bas en fait. Donc ça a plein de pattes en dessous, c'est assez creepy. Et en fait, à la saison des amours, les plages à Long Island en sont couvertes avec les femelles qui sont énormes, les mâles qui sont petits. C'est des monticules de limules qui se montent dessus pour la période de reproduction. Voilà. Donc j'ai toujours été fascinée par cette bête. J'en faisais beaucoup de rêves aussi à un moment, parce que ça a un aspect vraiment un peu dégoûtant aussi. Voilà. Et où est-ce qu'elle est l'autre? C'est ça? Ah, c'est ça. La vraie, ouais. Mais ça, Alors ça, c'est très difficile à ramener. C'est le squelette? C'est le squelette, en fait. Il n'y a plus les pattes. Et c'est très difficile à ramener en avion. Je me suis fait... Déjà parce que ça casse et parce que ce truc-là, ça peut tuer quelqu'un, en fait, la queue. Et je me suis fait arrêter plusieurs fois. Ah ça peut... La queue, ça peut tuer? C'est plein de poison? Non, c'est pas que c'est poison, mais c'est hyper pointu, en fait. D'accord. C'est hyper pointu. Déborah Bourkis est une femme surprenante. Je me suis demandé si la recherche était une vocation pour elle, un rêve d'enfant. Alors j'ai toujours été biologiste, je pense, dans l'âme, naturaliste en tout cas. J'ai eu la chance d'avoir une maison de campagne où je pouvais un petit peu m'émouvoir et faire des classifications. Donc ça, c'est un peu mon trait de caractère. J'aimais bien faire des classifications. Donc, je collectionnais les silex, je connaissais les crânes. J'ai fait des herbiers, bien sûr, avec des descriptions. Les bousses de vache? J'ai fait les boulettes de réjection. Voilà. Les chouettes ou des hiboux, en fait, qu'on récupérait dans notre grenier. Donc là, je récupérais les petits os. Et là, encore une fois, je faisais des tableaux avec que des fémurs de musaraignes, que des crânes de campagnols. Un truc un peu, voilà. Et un ça, peu psychopathe. Et ça, depuis que vous êtes gamine? Depuis que je suis gamine, ouais, j'aimais beaucoup en fait la diversité de la nature, quoi. J'ai une collection de sable aussi incroyable. Et en fait, ma mère travaillait en laboratoire, mais dans un laboratoire d'analyse en hôpital. Elle était cadre hospitalier en laboratoire. Et j'aimais beaucoup aussi en fait les machines, les équipements, tous les tubes, les boîtes. Ça me passionnait aussi. Et tout le vocabulaire qu'elle avait avec centrifugeuse, boîte de pétri. C'était des trucs que je trouvais incroyables. Donc côté naturaliste où je collectionnais tout ce que je pouvais collectionner. Et une espèce d'appétence pour ce domaine un peu particulier où on fait des expériences. Ah si, je faisais beaucoup en fait aussi de potions chimiques. Je mélangeais tout ce que j'avais sous la main et j'avais la chance d'avoir un microscope. Et donc je pouvais observer aussi comment évoluaient ces potions chimiques, comment elles pouvaient pourrir ou sécher et voir comment c'était avant, après, voilà. Donc voilà, donc, observation et beaucoup d'observations et de catalogues. Donc je voulais faire biologiste, ça c'était sûr.
Il y a eu la rencontre avec la génétique. Et la génétique, en fait, donc j'étais plutôt bonne élève. Non, j'étais bonne élève. Et en fait, après, j'ai fait médecine. Et je sais pas, c'était un espèce de souffle, en fait. Et donc, j'ai rien fait, en fait, en médecine. J'ai vraiment fait la fête. mais, et donc, j'ai pas eu les concours. Mais j'ai fait major en génétique, voilà. Et donc, c'est là où je suis tombée sur la génétique. Je me suis dit, mais ça, c'est génial, les caractères héréditaires, la complexité des schémas d'héritage, etc. Et donc, après, j'ai eu une passerelle directement pour aller en deuxième année de l'université. Et donc, je suis partie sur ce terrain-là avec l'idée d'être chercheur en génétique. C'était clair. Donc, la première année, vous faites la VET, mais quand même, vous êtes majeur à l'épreuve de génétique, c'est ça? Ouais. J'arrive à m'en sortir en génétique. Ouais, voilà. J'adore. Voilà. J'adore cette histoire. Aux grandes dames de mes parents, j'étais pas médecin, mais j'aurais dit je serais chercheuse. Et de toute façon, si j'avais été médecin, je pense que j'aurais été médecin-chercheur. Et pourquoi vos parents, d'avoir une fille chercheuse à l'Institut Curie, c'est oui, pas bien mal sûr. quand même. Oui, bien sûr, mais j'avais pas réussi. En fait, je pense que c'était le premier truc que je réussissais pas. C'était le concours de médecine. Donc Oui, c'est ça, très bon élève vous étiez. Voilà. Donc, je pense que ça a été un petit peu ils ont peur que vous fassiez la fête toute la vie. Non, je sais pas, ouais. Je sais pas, mais je m'en suis pas mal sortie, ouais. Effectivement, Déborah Bourkis s'en est pas mal sortie, puisqu'elle est aujourd'hui chercheuse à l'Institut Curie. Quand j'ai préparé notre rencontre, j'ai compris que Déborah Bourkis ne souhaitait pas parler des chercheuses et des chercheurs comme des surfemmes, des surhommes tout-puissants, sportives ou sportifs de haut niveau. Déborah Bourkis, elle, ne cherche pas à cacher ses faiblesses et ses défauts. J'ai pas trop de hobbies et passions, si ce n'est interagir avec des amis, mais j'ai beaucoup de névroses et de phobies et de traits de caractère qui pourraient faire penser que la recherche n'était pas forcément pour moi, mais on s'adapte. Je suis pas patiente. J'ai des problèmes en fait quand je dois faire des tâches. Donc je suis multitâche, ça c'est un trait qui est important je pense pour la recherche, parce qu'on nous demande de faire plein de choses, des évaluations, écrire de l'argent, recruter des gens, manager, enfin voilà. Mais en fait moi j'ai beaucoup de mal à faire une tâche à la fois, et donc je vais faire 15 choses à la fois en fait. Par exemple, je me mets à écrire un papier, mais après je me dis ah non, il faudrait plutôt que je regarde comment va la colonie de souris en ce moment et comment on peut mieux gérer nos élevages. Et donc je saute d'un truc à l'autre, c'est fatigant, hein. Mes journées sont fatigantes parce que je finis rien, je commence tout en fait. Donc j'ai le cerveau en fait voilà qui saute d'un truc à l'autre. Et donc pour me calmer, il faut que je fasse des tableaux Excel où je reprends des choses, où je reprends les élevages. Voilà. Il y a des choses comme ça pour me mettre à zéro, je fais des tableaux Excel et des listes, ça me permet de me rassurer. Mais sinon, voilà, je saute d'un truc à l'autre. Je suis très mauvaise avec les dates butoirs. Je ne peux pas en fait prévoir à l'avance. Donc, alors que notre métier, c'est que des dates butoirs. Rendre cette demande de financement à temps, répondre à ce collègue tel jour, préparer cette réunion pour un autre jour. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Que vous n'avez... Donc là, on va venir sur la mémoire après. On parlait des dates butoirs. Ouais, les dates butoirs en fait. Et j'ai pas du tout d'anticipation parce que comme je suis 12 000 trucs à la fois, et donc moi je me retrouve très souvent à travailler la nuit en fait. Et il se trouve que j'arrive à travailler la nuit. Donc voilà, je compense. Mais les dates butoirs, je termine au moment 5 minutes, voilà, 5 minutes avant. C'est qui est très mal et c'est parce que ça donne aussi un mauvais exemple, je pense, aux gens dans mon laboratoire qui me disent « Mais t'as toujours pas fait ton truc ?» La manière dont j'écris un article aussi, c'est horrible en fait. Mais c'est bien parce que je pense qu'aucun compétiteur peut comprendre dans la trame que je vais faire. C'est des bouts en fait, ici et là, qui à la fin vont être assemblés. Hein. Et je vais faire un bout de l'intro, un bout de ce résultat-là, des bouts de phrases en fait, ou des mots qui me plaisent et que je vais devoir ensuite assembler. Donc voilà, c'est... Mais on peut faire chercheur quand même, vous voyez, tu vois, même si on est... On peut faire chercheur et surtout vous avez, j'imagine, appris à faire avec ce cerveau qui fonctionne comme ça. Alors je pense que ce cerveau s'est dévoilé avec la complexification de mon travail. Donc avant j'étais chercheuse à la paillasse et je faisais des expériences. Maintenant j'ai plein de trucs à faire et à gérer en fait. Et je pense que mon cerveau, c'est là où il se révèle en fait de cette incapacité à se concentrer. C'est quand je suis face à de multiples tâches au même moment. Je ne peux pas organiser l'un après l'autre, ça va être tous en même temps.
Et je ne peux pas dédier plus de temps à une tâche. J'ai besoin de changer, en fait. C'est depuis que vous êtes devenue chef de labo, enfin, vous dirigez ce labo. Ouais. J'avais pas l'impression que j'avais cette tendance-là avant. Quand vous étiez étudiante, vous arriviez à travailler J'ai toujours eu ce truc quand même de dernier moment. Réviser les trucs, c'était toujours au dernier moment. Moi, ça me plaît beaucoup. Parce que de commencer son portrait en disant « j'ai plein de névroses et il y a plein de choses que j'arrive pas à faire », je trouve ça assez sympathique, en fait. Oui, puis ça montre qu'on a nos faiblesses et qu'on peut faire avec, en fait, même dans un travail qui nécessiterait, je pense, beaucoup d'organisation. Et les gens me voient comme quelqu'un d'hyper organisé. Mais je pense que je suis obligée, mais au quotidien... C'est compliqué. C'est compliqué. En écoutant Déborah Bourkis, j'ai pensé qu'il fallait pas mal de courage pour oser parler de soi comme cela. Mais là, pendant l'interview, vous étiez concentrée, non ? Vous pensiez à des tas de choses en même temps ? Oui, et puis je perds le fil, vous avez vu ? Non, pas beaucoup. Une fois. En fait. Ouais, mais ça, je perds souvent, en fait. J'ai une mauvaise mémoire, en plus. Non, mais vous perdez le fil parce que vous pensez à des milliers de choses. Peut-être chose, mais même j'ai une mauvaise mémoire, en fait, aussi. Ah bon ? Ouais, je me souviens des trucs, mais vaguement, c'est jamais précis, et ça s'arrange pas avec l'âge, c'est sûr. On confond les gens, en fait. En congrès, j'ai parlé avec une personne que j'ai déjà rencontrée, mais que j'ai associée à quelque chose d'autre qui n'était pas du tout ça, et après je me rends compte que c'est pas du tout ça, voilà. Donc il y a des gênances aussi, on peut dire comme ça. Mais ça fait un peu Gaston Lagaffe, enfin il y a un côté... Oui, je suis désolée. Après je me confonds, et je pense qu'on voit tellement de gens aussi, je suis sans doute pas la même, mais peut-être que ça va aussi avec le fait que les femmes ont plus souvent... pensent plus souvent peut-être qu'elles sont pas forcément à leur place, ou qu'elles ont des défauts. Peut-être que oui, je me dis, oh là, je l'ai encore dit que c'était machin, mais c'était truc, voilà. Dans une sorte de sensation, de sentiment d'illégitimité d'être là où vous vous trouvez ? Pas d'illégitimité, mais moi je me dis, oh, les gens ils doivent penser que je suis pas professionnelle quand même, c'est pas possible, voilà. Alors que je suis chercheuse professionnelle, mais je sais pas, j'ai toujours l'impression d'être un peu, peut-être, penser que je suis un peu dilettante, ou je sais pas, voilà. Et justement, les femmes dans la recherche, vous pensez que le fait d'être une femme, ça vous a freiné par moments ? Ça a été plus difficile ? Honnêtement, non, parce que j'ai eu des soutiens tout le temps, en fait. Et même avec d'autres amies chercheuses, où c'est peut-être, tiens, je te présente à un prix. Je sais pas, il y avait un petit, quand même, groupe de personnes et de femmes qui ont été importantes et qui ont fait aussi peut-être que certaines choses ont pu être réalisables parce qu'on a fait corpus. Donc j'ai eu cette chance-là, en fait. J'ai jamais ressenti, en fait, de ségrégation. Peut-être parce que j'avais des appuis, voilà. On m'a dit qu'il y avait de moins en moins de femmes en ce moment dans la recherche. Pas au niveau des jeunes, en fait, qui commencent les études universitaires, en biologie notamment, en fait. Il y a toujours je ne vais pas dire un excédent, il y a toujours une plus grande proportion de filles, de femmes qui se tournent vers les études biologiques. Après, c'est toujours, effectivement, quand on monte dans la hiérarchie, mais il y a des mesures qui sont mises en place pour faire de la sélection positive, en fait. Et ça peut être beaucoup critiqué en disant « oui, mais alors pourquoi faire du forcing sur cette femme pour le recrutement, etc. » Mais on est obligé de passer par là, en fait. C'est une étape qui est obligatoire. Après, les choses, quand les ratios se seront mis à niveau, en fait, ça sera de manière naturelle. Mais on est obligé d'avoir, je pense, ce genre de mesures positives. Ouais. Mais il faut toujours être vigilant, même je le vois au sein de notre unité pour les recrutements des chefs d'équipe. Avant, on était 50% d'hommes, 50% de femmes pour les chefs d'équipe. Là, en fait, les derniers recrutements qu'on a fait, c'est que des hommes, en fait. Donc, il faut toujours y penser. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il faut toujours avoir ce réflexe, en fait, cette conscience. Il faut toujours ramener ça, parce que même nous, entre femmes, on peut avoir des a priori qui sont inconscients, en fait, encore une fois. Donc, il faut toujours énoncer les règles. C'est ce qui se fait, par exemple, à l'ENBL, dans les comités de sélection, etc. Il y a toujours, en fait, une session, au début, qui réexplique tous les biais inconscients qui peuvent exister, en fait. Et juste le fait de les formuler et de les avoir en tête, on est beaucoup plus alerte à, par exemple, le truc qui est simple, hein, mais un homme dans des jurys de sélection, ou je sais pas, ou même pendant une interview, on va dire monsieur quelque chose, une femme, on va l'appeler par son prénom. C'est des petites choses, en fait, qui s'accumulent, et ça peut complètement dévier, en fait, une décision sur des toutes petites choses qui sont accumulées, qui sont pas énormes, et en fait, même
à la fin, à la conclusion d'un jury de sélection, on ne verra pas forcément qu'il y a eu un biais ou des comportements ou des paroles qui ont influencé, parce que c'est des petites choses. Dans notre prochain épisode du podcast Tête chercheuse, nous partirons à la rencontre d'Alexandre Baffet. Chercheur enthousiaste, amoureux du cerveau et plus particulièrement passionné par la formation du néocortex humain. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie, qui ouvre la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Louise Charlotte Simone, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alice Anne Brassac, production Chloé Tavitian.